Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans ce premier épisode de l'année, nous réunissons deux humoristes dont les spectacles nous ont fait rire mais nous ont également beaucoup émus, questionnés, bousculés tant leurs sujets sont singuliers et personnels. Notre première invitée commence le théâtre à 6 ans et ne descendra plus jamais de scène. Après avoir intégré l'école du One Man Show à Paris, elle écrit des chroniques radio et remporte le prix SACD Désobéissance chronique en 2018. L'année suivante, elle intègre la troupe du Big Show et commence l'écriture de son seul en scène intitulé Normal, qu'elle joue à la Comédie des Trois Bornes, puis au Théâtre du Marais, ainsi qu'en tournée. Le public découvre également son histoire sur M6 dans le documentaire d'Emmanuel Béard et Anastasia Mikova, Un silence si bruyant, qui donne la parole à 4 victimes d'inceste. Son spectacle vient évoquer ce traumatisme d'enfance et le parcours qui s'en est suivi. Il parle également d'amour, d'écologie, de patriarcat et détourne ces sujets graves pour libérer la parole par le rire. Nous avons le plaisir d'accueillir Norma. À l'âge d'1 an, notre deuxième invité se voit diagnostiquer un cancer du cerveau avec de très minces chances de survie. Sa mère, Valérie Donzelli, évoquera ce drame dans son film La guerre est déclarée. Près de 20 ans plus tard, c'est en tant qu'humoriste que celui-ci revient sur son périple avec un seul en scène, C'est bientôt fini, qui fait l'unanimité. Dans ce spectacle, coécrit avec Timothée Fiorini, il raconte à la fois la longue bataille contre la maladie, les séquelles, les conséquences, mais aussi son adolescence, ses parents, ses amours et la vie avec son handicap. Débordant d'énergie, jonglant brillamment avec l'absurde, le malaise, le comique et l'improvisation, il offre un hilarant chemin initiatique à travers les couloirs de l'hôpital, les séances de psy et les bancs du lycée, tout en transmettant sa force et son regard sur la vie. Nous avons le plaisir d'accueillir Gabrielle Donzelli. Voici deux artistes qui montent seuls sur scène pour parler de reconstruction, de résilience et de vie, avec beaucoup de sensibilité, de poésie et surtout d'humour. Ensemble, nous allons aborder la question de l'écriture sur le trauma et de l'humour pour aborder les sujets graves. Alors, est-ce qu'une tragédie personnelle permet d'écrire une bonne histoire ? Peut-on rire de tout ? Qu'est-ce que les personnages qu'on incarne dans un one-man show permettent de dire ? Comment fait-on pour doser le malaise et la comédie, le sérieux et le rire ? Est-ce compliqué de se replonger dans ces traumas quand on les raconte sur scène ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cesno. Générique. Pour commencer ce podcast, on a une habitude, c'est de poser cette question, qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? La vérité, moi, je crois. Le fait d'être assez proche de la vérité et de pas mentir sur qui on est ou sur ce qu'on ressent. Je dirais, moi, la conviction avec laquelle on a besoin de raconter des choses. Je crois que moi, je suis touché par les histoires où je sens que quelqu'un parle à la fois de lui, mais a besoin de raconter cette histoire-là, quoi. Et on va beaucoup parler de trauma, de résilience dans cet épisode, mais je voudrais commencer par agrandir le sujet et vous demander qu'est-ce qui fait qu'un événement personnel est un bon sujet pour une bonne histoire. Je crois que l'envie de faire vivre des émotions et de faire traverser ce qu'on a eu dans notre tête à un moment donné à plein de gens, elle est assez là, la base, quoi. C'est de se dire... Parce que c'est indéniable. Ouais, c'est ça. Moi, si j'écris une phrase qui va rien faire réfléchir, rien faire ressentir, rien faire vivre, si moi, elle me fait rien vivre, elle sera jamais ni dans mon spectacle, ni dans un truc que j'écris ou... Écrire et raconter une histoire, c'est l'un des trucs les plus universels aussi au monde, parce que tout le monde en est capable, techniquement parlant, de sortir des idées de son crâne. Après, sur scène, quelqu'un que ce soit les humoristes, le milieu de l'humour, le théâtre, les seuls en scène, s'il y a vraiment ce truc-là, pour le coup, on parle de nous sur scène. Oui, Quand on parle des histoires à décrire au sens large, tout existe et évidemment qu'on met du nous dans ce qu'on fait. Et ça marche aussi, par exemple, avec la musique, les rappeurs, les musiciens, même si tous n'ont pas écrit leur texte. Je crois que il y a quand même ce truc-là on parle de soi, quoi. Moi, je suis l'outil de ce que je raconte. Je suis la base même jusqu'à maintenant. En tout cas, après arrivera, j'espère, d'autres choses, mais c'est exactement ça. C'est que nous, pour le coup, on part. Je pars de toutes mes émotions à moi, en fait, et de tous mes sentiments à moi. Enfin, tout. J'allais dire tout tourne autour de moi. C'est terrible, mais c'est la vérité. Ben oui, en fait, ça peut être tourné dans le sens égocentrique, mais en même temps, ça peut aussi tourner dans le sens parce que c'est dans le positif comme dans le négatif. Moi, c'est ce qui me touche aussi avec l'humour. C'est les gens qui rient dans les défauts ou dans les. Moi, ça m'a sauvé la vie de pouvoir rire et de faire des forces, des choses qui ont été dures, complet, ou même physiquement, un truc où un défaut qui devient une force. Alors justement, on va commencer par
expliquer un petit peu à ceux qui l'auraient pas vu au spectacle. Norma, est-ce que tu peux nous pitcher ton spectacle? En fait, moi, j'avais juste envie d'être humoriste. Depuis toute petite, je voulais être président de l'UNICEF ou président du rire. Et en fait, j'ai fait un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que j'essaie de faire rire et de sauver un peu les gens d'eux-mêmes. Et puis, s'ils sont pas sauvés, ils auront juste ri. Donc, c'est pas mal aussi. Mais je raconte ma vie et au milieu de cette vie, il y a un gros drame qui est l'inceste. Mais en fait, moi, j'ai pas du tout voulu écrire sur l'inceste. J'ai voulu écrire sur ma vie. Et il s'avère qu'il y avait ce truc au milieu. Mais en fait, j'aurais adoré ne pas avoir vécu l'inceste et être humoriste et pouvoir faire le sketch du sandwich de Gad Elmaleh. Mais comme j'ai eu une vie de merde, bon, bah, du coup, j'ai parlé d'autre chose que de sandwich. Mais à la base, je voulais, je crois juste faire rire. Ouais. Et toi, Gabriel, tu peux nous pitcher le tien? Moi, je raconte mon histoire tout de même quand même fictionnée. J'ai eu un cancer à 1 an et le spectacle raconte comment on vit après avec le fait d'avoir eu un cancer dont j'ai été sauvé. Donc le fait d'être miraculeusement sorti de la maladie et c'est jusqu'à mon âge aujourd'hui. Donc c'est une rétrospective de ma vie très fictionnée aussi. Mais moi, l'envie de faire rire a toujours été là, mais l'idée de monter sur scène est venue assez tard. J'ai quand même eu besoin de passer par raconter cette histoire-là pour ensuite me détacher de cette histoire-là et raconter autre chose. Et pourquoi l'avoir fait sous la forme de l'humour parce que comme c'est des sujets très durs, souvent il y a des gens qui veulent témoigner, raconter ce genre de choses, mais ils vont sous la forme d'un livre ou sous la forme d'un témoignage. Et d'ailleurs, toi, il y a eu un film qui a été tourné sur ton histoire. Toi, t'as témoigné dans un documentaire Un silence si bruyant, c'est ça, sur M6. Ça. Et qu'est-ce qui a fait que de parler de ce sujet sous la forme de l'humour, c'est ce qui vous a paru le plus naturel finalement? C'était une évidence. Le film en question sur le cancer là, c'est plus le film de ma mère sur ma mère. Ça me concerne pas en fait. Et aujourd'hui, le spectacle que je fais là, c'est une manière de devenir adulte. Mon co-auteur dit que c'est l'histoire de quelqu'un qui apprend à parler. Je trouvais ça assez juste. Je trouve mon langage sur scène parce que j'ai toujours eu besoin de scène et je me le suis toujours caché. Donc l'idée de faire rire toujours, parce que pour moi l'histoire est pas triste. Je dis souvent que ça a été dur mais jamais triste, parce que ça a toujours été pris sur le prisme de l'humour, parce qu'il fallait être sauvé, parce qu'il y avait un besoin de vie quoi. Parce que la mort a tout de suite été là dès le début. On rentre tout de suite dans la crousse. Vas-y, pense, on rentre dedans. Bien vénère. Mais justement. Mais c'est très vrai en fait. C'est que quand tu vis dans le dark, quand tu vis dans le sombre, toi t'en veux plus du sombre. Je crois qu'il y a des gens qui ont le luxe de pouvoir être malheureux, mais nous notre luxe, non mais c'est vrai. Non, c'est très juste. Nous notre luxe c'est d'être heureux. Enfin moi je sais que ce que je recherche, c'est pas d'aller dans la torpeur, c'est d'en sortir et de me dire bon en fait. Ça va aller, ça ira. Enfin, je sais pas toi, mais moi, en fait, ça me saoule d'aller mal, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Mais moi, je crois même que je n'ai jamais été, je me plains souvent, je suis un immense névrosé de plein de trucs parce que j'angoisse tout le temps, mais je crois pas que le négatif et la tristesse a été moins là que la joie. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, il y a un truc, et dans le spectacle, je sais que je commence justement par les choquer, en balançant un truc tout de suite un peu trash, en leur disant, vous inquiétez pas, on va en rire. Et en fait, c'est drôle, on a j'ai pas vu ton spectacle, il faut vraiment que je vienne. Moi aussi, pareil. Mais du coup, on a on dirait mon spectacle. Franchement, dans les 2 premières minutes, 5 premières minutes, au bout de 2 heures. La première demi-heure, les gens sont très très mal, vraiment. Non, dans les 5 premières minutes, je leur dis, donc j'ai eu un cancer, et après je leur dis, vous inquiétez pas, on va se détendre. En fait, c'est un peu un truc cathartique pour leur dire que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Enfin, je n'ai vécu qu'avec ça, en fait. Et donc oui, toujours en rire, en fait, parce qu'en fait, c'est drôle, c'est horrible, c'est bizarre dit comme ça. Mais d'ailleurs, j'ai déjà eu 1 ou 2 reproches dans les plateaux télé, dans les trucs de gens qui ont vu les trucs et m'ont fait mais comment pouvez-vous rire de ça et les cathos qui croient que je suis encore malade. Mais avant qu'on parle de ça, qui est très important, je voudrais qu'on revienne à, vous venez d'évoquer tous les deux la première fois que le public vous a rencontré. Finalement, Gabriel, toi, la première fois que le public te rencontre, c'est dans le film de ta mère, Valérie Donzelli, donc c'est La guerre est déclarée. Et je vais dire un truc, j'espère que ça va pas te vexer, mais je trouve que c'est un excellent film en termes de réalisation, de plein de choses, d'imagination et tout ça. Mais moi, j'ai pas aimé ce film pour une raison. Ça me fait tellement plaisir. Et ça, c'est la première fois que j'entends ça. Je vais te dire pourquoi j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais ça parle d'eux et ça parle pas de lui. Et du coup, j'étais, en tant que père, moi, il y avait un truc qui me manquait. Et du coup, j'étais hyper content de voir ton spectacle. Parce qu'en fait, j'ai découvert ton... Non, mais parce que moi, je suis monstrueusement respectueux et compréhensif totalement de ce que ma mère a eu besoin de faire avec ce film. C'est normal. Elle a eu besoin de raconter son histoire. Ça la concerne. C'est super beau. Et je pense que ça ne me concerne pas moi. Et comme ça fait 15 ans que les gens viennent me voir en me disant merci, alors que moi, je n'ai rien fait dans l'histoire.
C'est la première fois qu'en 10 ans, quelqu'un me dit j'ai pas aimé ce film. Et en vrai, c'est hyper intéressant parce que justement, c'est pas mon histoire, ça me concerne pas, ça me regarde pas. Et je vais jamais faire monter ma mère sur scène. C'est deux univers totalement différents et on se concerne pas. C'est du travail et ça nous regarde pas mutuellement. Alors, c'est ma mère, on est très soudés, je l'aime. Et peut-être un jour, il faudra qu'on coupe un cordon, mais. Ça se voit dans le spectacle quand même. Il y a une belle déclaration d'amour. Ouais, je l'aime très très fort. Mais c'est pour ça, je peux pas lui en vouloir d'avoir fait ça. Mais en revanche, qu'on me dise donc justement ce que tu me dis là, ça me rassure énormément. Il y a eu un commentaire il y a pas longtemps comme ça de quelqu'un qui me dit vraiment faut absolument que vous regardiez ce film. Et quelqu'un qui dit en fait il devrait peut-être arrêter de parler de ce film, il doit peut-être en avoir marre et tout. J'ai liké le commentaire. Je like rarement. Là j'ai liké le commentaire. On va l'évacuer. Norma, toi les gens ils t'ont aussi beaucoup découvert dans le documentaire dont parlait Mike tout à l'heure, Un silence c'est bruyant. Et ce qui nous a marqué, c'est qu'en fait, tu racontes ton histoire dans ce documentaire aussi. Mais on peut préciser que c'est un documentaire qui a été réalisé par Anastasia Mikova et Emmanuel Béard. Oui, c'est passé sur M6. D'accord, je me souviens. Et il y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais. Enfin, d'accord. Et en fait, c'est pas du tout la même personne qui raconte la même histoire. Alors évidemment, c'est toi. Mais dans le documentaire, ce qui a frappé Mike et moi aussi, c'est que on sent la douleur et la difficulté à raconter l'histoire. Alors que sur scène, tu la maîtrises, tu la tiens, c'est le personnage de Norma qui va faire rire les gens. Comment tu sépares les deux expériences ? Je crois que mon spectacle, c'est moi qui me suis posé les questions. Donc, j'ai répondu aux questions que je m'étais posées moi. Donc, bien sûr, je suis certainement pas allée chercher les questions qui pourraient faire que je m'effondre. Alors que dans le doc, c'est Anastasia et Emmanuel qui vont chercher les réponses. Et en effet, elles sont allées chercher dans des endroits où je préfère en rire, où je préfère pas en parler. Mais moi, quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je chiale? Et d'ailleurs, quand il est sorti, enfin, pas quand il est sorti, mais quand moi je l'ai vu, j'ai passé un petit mois à me dire, c'est terrible ce que j'ai vécu. Et c'est marrant parce que c'était la première fois de ma vie que je trouvais mon histoire rude. Mais parce qu'en fait, dans ce documentaire, il y a rien qui est caché. C'est-à-dire que ma tristesse, que moi, je me cache le matin parce qu'il faut bien vivre, en fait, ou, oui, là, tu vas pas démarrer chaque jour en me faisant une espèce de rétrospective de l'enfer que j'ai vécu, quoi. Et du coup, ouais, il y a un truc, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai dû en être malheureuse de cette histoire, mais je m'en suis pas rendu compte étant le mieux. fait d'être l'autrice de tes propres mots sur ton spectacle, parce que nous, c'est aussi quelque chose qu'on s'est demandé avec Yannick, c'est qu'on s'est dit, dans ton spectacle, tu replonges, tu racontes ton histoire, donc tu retournes dedans quelque part, avec tes mots, avec quelque chose que tu as appris, que tu mets en scène, que tu joues, mais tu replonges dedans, et c'est comment tu le vis à le représenter, à le refaire, à le redire, à retourner dans l'histoire à chaque fois que tu montes sur scène. Je crois que c'est ma comédienne qui monte sur scène, donc on n'a pas du tout les mêmes ressentis. En fait, du travail. C'est pas moi, et puis moi, quand je raconte mon histoire, je me dis surtout, parle assez fort, articule bien, piétine pas. C'est du par cœur, mais en même temps, il faut que ce soit naturel. C'est du par cœur, mais en même temps, il faut que ce soit naturel. Enfin, c'est-à-dire que les gens ne voient pas du tout la double analyse de quand on joue, mais moi, quand je joue, je me dis surtout, fais pas de la merde. Je me dis pas du tout, c'est terrible ce que j'ai vécu. Il y a 15 répètes avant. Ouais, voilà. 4 publics donc, plus tard dans le mois. Je suis assez pro. Enfin, je pense qu'un boulanger, quand il fait une baguette, il repense pas à la première fois en tant qu'apprenti où il a appris à faire une baguette. Il se dit, faut pas que ce soit dégueulasse, sinon j'en vendrai pas. J'enlève toute la poésie de l'art, mais, non, c'est un peu vrai, je crois. Moi, il y a un truc qui m'a touché dans ce que tu dis là, et qui me parle, c'est, d'apprendre que c'est à toi de raconter ton histoire et de chercher comment tu la racontes. Moi, je sais que ça a d'abord été un film, ce que j'ai écrit. Ça a d'abord été un long métrage que je voulais faire qui s'appelait Déjà c'est bientôt fini. Et j'ai eu plus envie de le faire. Outre le fait qu'on n'avait aucun moyen et que c'était galère parce qu'on sortait d'école, j'avais pas envie de le faire parce que je ne voulais pas que ce soit ce média-là, de cette façon-là. Le film était dur et en fait je voulais en rire. J'avais besoin d'enchaîner et d'aller sur scène, de me prendre une vraie douche froide. Et j'ai appris la liberté que c'était de monter sur scène. Et j'ai appris à aimer en fait le fait de monter sur scène et de raconter cette histoire-là. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé, j'ai déjà pleuré j'ai des moments où je pleurais sur scène parce que je racontais ce truc-là et je racontais des trucs très forts, pas seulement par rapport au cancer, mais comme il y a aussi plein de moments où j'en rigole. Enfin, c'est beaucoup de travail en fait. Donc aujourd'hui, je suis détaché dans le sens où j'essaie de livrer le meilleur spectacle au public et en même temps, je sais que il y a eu des phases où moi j'en discutais avec mon fils, c'est normal que tu t'es dans un état bizarre parce que tu racontes tellement de trucs perso aussi que forcément faut que tu t'adaptes à ça. Oui, c'est ça, il y a des jours par contre, je suis dans un truc pro et tout, mais les jours où moi je suis vraiment sujette aux crises d'angoisse, enfin les jours où je fais beaucoup de crises d'angoisse et que du coup j'arrive sur scène épuisée parce qu'il y a des jours où ma vie est épuisante, ça me fait pas rire de ouf. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je monte sur scène et je me dis oh là là, j'aimerais tellement raconter autre chose, mais c'est rare.
c'est rare, mais bien sûr que oui. T'as Je crois dit, que c'est- j'aurais bien aimé avoir eu la chance de pas avoir à me reconstruire. Mm. Est-ce que le début Moi aussi, ça fait des échos. est-ce que le début du spectacle, c'est que pas quand même le fait d'aller vivre ses émotions avec d'autres, tout ça, un process de reconstruction? Parce que là, quand on vous entend, il y a beaucoup de recul. Et donc maintenant, on voit à quel point c'est une activité d'artiste professionnel indépendamment du sujet. Mais ça va ensemble. les premières représentations, est-ce que aller balancer cette émotion et récupérer le retour, c'est pas une partie du process de reconstruction? Si, moi je trouve pas que ce soit de la reconstruction, je pense que c'est de la construction parce que je deviens adulte en fait avec ce spectacle-là et je crois que moi ça passe aussi beaucoup par le public qui reçoit mes mots. Moi quand tu sais, on a commencé ensemble à la Comédie des Trois Bornes qui est une toute petite salle. Moi quand je jouais là-bas, les gens venaient presque en jugeant. C'est des mecs de quartier, du quartier qui venaient et qui disaient allez, fais-moi rire. Ah, c'est tellement vrai. Et ils sont hyper sérieux. Ouais. Donc ça rigole au bout de 45 minutes. Sur 1 heure, je vous laisse faire le calcul. Ouais, C'est très un vrai. peu compliqué. Après, en arrivant au Palais des Glaces, les gens étaient contents de venir. En plus de ça, il y a eu la promo. Et donc, maintenant, il y a ce truc-là de le public reçoit mes mots, ça les touche, ils me sauvent par leur réaction aussi. Et donc, en fait, je les remercie parce que ça a un sens de leur parler de plus en plus. Et ce que j'écris a un sens de par le fait qu'ils le reçoivent de cette façon-là. Dans les moments tristes comme joyeux du spectacle. Il y a beaucoup de moments, joyeux, où on rit, c'est majoritairement ça reste un spectacle d'humour, mais il passe aussi par plein de phases où je suis sérieux parce que j'ai besoin de raconter des choses importantes. Et moi, il y a le public et l'autre personne qui m'a monstrueusement aidé là-dedans, c'est Timothée Furini, mon co-auteur, parce que le spectacle a été écrit avec lui à 50-50, nos deux cerveaux en fusion, et lui a eu la générosité, je trouve, incroyable, de se livrer à 100% pour une histoire qui n'était pas la sienne, dans laquelle il s'est retrouvé lui, et il m'a permis d'avoir un détachement vis-à-vis de mon histoire et de le regarder à la troisième personne, et de me regarder moi et de regarder cette histoire-là à la troisième personne, ce qui m'a permis de mettre encore plus des mots dessus, parce que sinon si j'avais été tout seul, je me serais juste enfermé dans des angoisses de comment j'essaie de raconter ça d'un point de vue détaché pour que ça soit universel aussi. Et ouais, Timothée m'a sauvé un peu la vie là-dessus, quoi. Comment t'as fait toi justement pour pas se dire oh là là, mais en fait je parle que de moi et de mon nombril, est-ce que ça va toucher les autres en face? Bah en fait, je me suis rendu compte que ou alors j'ai que des amis angoissés, mais qu'on était tous, moi je parle beaucoup d'angoisse sur scène, enfin de peur du monde, de l'écologie, enfin voilà, de l'éco-anxiété, de plein d'autres choses. Et en fait, je me suis dit, on se retrouve tous au moins sur quelque chose, soit sur le fait qu'on fume une clope quand on est trop énervé, soit sur le fait qu'on est énervé de pas réussir à arrêter de fumer et du coup on fume une clope. Enfin, on a tous quelque chose qu'on a du mal à vivre, que ce soit un cancer, l'inceste ou le divorce de nos parents. Je crois qu'on doit tous se remettre de quelque chose. Et un jour, moi, j'avais une copine, ses parents divorcent. Et cette meuf, elle a 25 ans à ce moment-là. Elle s'effondre, elle est dans mon salon et elle me dit, mais avec tout ce que t'as vécu, tu te rends compte, je suis en train de pleurer du divorce de mes parents. Ouais, ça on me l'a déjà fait plein de fois. Et ça, c'est un truc que je ne saisis jamais. C'est-à-dire que je crois que il faut quand même les mêmes biais pour se remettre des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tes parents divorcent ou que t'aies vécu l'inceste ou que tu sois en rémission d'un cancer ou que t'aies plus de cancer mais qui t'a laissé des séquelles, en fait, il faut trouver le soleil tous les matins. Et ça, je crois que c'est assez universel. À part, oui, les copines qui me disent on s'est trompé sur la sauce soja dans mon boboon. Là, oui, ça me gave un peu. Mais sinon, si elles se plaignent de ça, ça veut dire qu'il y a sûrement autre chose derrière. C'est ça, il y a quelque chose derrière. Moi, je m'énerve principalement. Ouais. Moi, je m'énerve principalement sur le vélo. Quand je suis à vélo dans Paris, je me transforme en allez, vas-y avec ta voiture, allez. Vraiment un truc de mec à la Freddy Gladieux, quoi. Et je me dis, si je m'énerve que là, c'est qu'il y a forcément un endroit dans ma vie où ça coince, où je n'arrive pas à livrer un truc. Et du coup, est-ce que vous vous sentez en mission avec votre spectacle? Est-ce qu'il y a un truc de dire finalement que vous allez voir un jour si ça ira mieux? Alors moi, pas du tout, et je suis même un peu mal à l'aise quand j'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram. Alors à la sortie du film, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont dit merci. Vous avez changé ma vie. Je crois que les gens changent leur vie. Je crois que je suis personne de plus que le voisin. Je crois que mon discours, il fonctionne sur des gens qui avaient déjà envie de se sauver. Je crois pas que je vais changer quelque chose, moi. Les gens, par contre, ont la capacité de changer. Et c'est pour ça qu'ils arrivent dans ma salle, en fait. C'est qu'ils ont envie de savoir un peu qu'est-ce qui se passe en termes de résilience et tout. Mais je reviens sur ce que tu disais. Moi, ça me parle beaucoup, et en même temps c'est marrant, j'ai pas la même réaction que toi, parce que moi aussi je me dis qui suis-je pour porter parole quoi que ce soit. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est comme moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'analyse. Si je peux conseiller aux gens d'aller de suivre une analyse, je peux conseiller aux gens de suivre. Moi ce métier, quoi. Je suis le même psy depuis que je suis en CE2 et aujourd'hui il me sauve la vie tous les jours. C'est pareil, enfin pas depuis que je suis en CE2, mais vraiment il y a des fois je me dis qu'est-ce que je fais sans ce mec. En revanche,
les messages, il y a une différence entre les messages sur Instagram et les retours à la fin du spectacle. Moi, je rencontre toujours les gens en sortant. Ah ouais, moi je suis trop timide. Et en fait, je suis très touché maintenant par leur retour. J'ai joué dans une salle où il y avait plein de gens qui ont vécu des choses similaires aux miennes, un événement, voilà, une maladie, et qui ont été plus amochés que moi physiquement par la maladie. Et j'ai été très touché parce que je me suis dit, ah c'est marrant, pas du tout dans un truc d'ego parce que j'ai pas assez confiance en moi pour justement me dire que je sers à quelque chose, mais en tout cas, je me rends compte que mes mots ou que les mots qu'on a écrits ont touché des gens et peuvent. Ouais, ça par contre, les moi ça me sauver. cartonne. Là-dessus, moi, ça me fait un bien fou pour eux. Bien sûr. C'est-à-dire que je me dis, mais c'est magnifique, en fait, ce qu'on a écrit n'a pas servi à rien du tout. Toute la question avec mon co-auteur, c'est est-ce que l'art, ça sert à rien? Moi, je pense que absolument pas. Lui, il pense que si, et je pense que c'est un truc aussi important pour lui de se dire que si c'est pas là, c'est pas grave. Et en même temps, moi, quand je vois les retours des gens après le spectacle qui me disent merci, vous avez réussi à mettre des mots drôles sur ce que j'ai vécu, bah, moi, je suis très ému, en tout cas. Sur Instagram, c'est un peu plus oppressant. Moi, je reçois des vocaux de maman. Ouais. Des vocaux de maman qui me racontent toute l'histoire de leur enfant en 3 vocaux de 3 minutes. Ouais. Et maintenant, j'essaie de moins lire ou de moins faire attention. Et en même temps, c'est un peu oppressant. Parce que tu te sens responsable. Pas forcément. Ouais, ça te met une responsabilité. Moi, le nombre d'associations ou de qui me demandent d'être parrain, et je réfléchis beaucoup parce que comme je débute, j'essaye de voir le juste milieu. Comment ne pas être porte-parole d'un truc parce que c'est mon histoire personnelle et donc c'est pas forcément universel même si ça l'est quand même un peu. Et de toute façon, comment faire attention même vis-à-vis de soi-même parce que enfin, tu me dis ce que t'en penses mais jamais je me permettrais de dire on résout un traumatisme comme ça. C'est ça. C'est qu'en plus on est tous très différents, on est tous il y a tellement de je pense qu'il y a de solutions de résilience autant qu'il y a de gens en fait et moi je suis toujours très gênée aussi avec un peu la fin du propos de mon spectacle, c'est je me suis sauvée parce que j'en ai fait un spectacle et je me dis toujours mais ça veut dire quoi en fait? Tu dis que si on monte pas sur scène et qu'on n'a pas une affiche en grand, on s'est pas sauvé. Je suis toujours un peu gênée avec ça et en fait c'est ce que je dis souvent à la fin du spectacle, c'est que ce soit de faire un spectacle ou des cupcakes, le résultat et la réussite est la même en fait. C'est juste de faire quelque chose que vous pensiez ne jamais réussir à refaire ou à faire tout court quoi. Ou pas parce que moi je connais plein de gens qui refusent par exemple d'aller voir des psys. Bon c'est leur histoire, c'est leur vie, je vais pas me mettre à juger quoi que ce soit. Il se trouve que moi ça m'a énormément sauvé. En même temps j'étais quelqu'un de très angoissé, perturbé quand j'étais enfant et j'avais besoin de voir quelqu'un de voir un analyste, un psychiatre même. Mais après je comprends toujours la démarche, c'est-à-dire que je comprends les gens qui m'écrivent, je comprends, mais je suis par exemple beaucoup plus touché. Un jour je crois que on m'a écrit sur Instagram pour me dire salut, je sors de ton spectacle, j'ai 14 ans, c'est ma mère, elle m'a emmené voir un spectacle, je me suis dit que ça allait être nul et tout, je fais la guerre à mes parents, enfin vraiment une ado qui me raconte sa vie d'ado, genre je fais la guerre à mes parents, j'aime rien, tout me fait chier et tout. Et donc ma mère m'a dit on va au théâtre, j'étais ah non trop relou, sauf que j'ai vu ton spectacle et j'ai adoré. C'est tout. Et j'ai été ultra touchée en fait. Ça m'intéresse presque plus d'avoir ce genre d'avis là et en même temps les deux sont très touchants si tu veux. Parce qu'en fait c'est aussi un divertissement. Je sais pas ce que t'en penses. Oui c'est ça, moi je suis très joyeuse quand je suis juste un divertissement. Je crois que j'aime bien presque faire oublier le sujet de mon spectacle parce que je sais que l'inconscient fait très bien son taf et que les gens du coup ont pas du tout oublié ce qu'ils sont venus voir. Mais ma plus grande joie c'est quand les gens me disent qu'est-ce que je me suis marrée. Tellement. Mais alors les gens qui me disent oh là là le sujet est tellement bien servi et puis on comprend tellement ce que c'est l'inceste, je me dis mais merde ils sont passés à côté. Mais ouais je voulais parler de ça avec vous, c'est finalement c'est pas un spectacle sur le cancer infantile, c'est pas un spectacle sur l'inceste, c'est presque plus des spectacles sur les conséquences de ce que vous avez vécu et votre manière d'être. Et donc sur nous. Ouais, et donc on se retrouve dans des névroses. Les psys sont très présents dans vos deux spectacles. Vous les jouez vous-même. Il faut vraiment qu'on voit le spectacle. Faut vraiment qu'on se voit. C'est drôle. Et donc finalement, vous allez parler de votre vie sexuelle, vous allez parler de votre relation aux autres, de vos amours, et donc vous allez jouer des personnages aussi. Ce qui fait que finalement, est-ce que dans la construction de ces spectacles, vous vous êtes dit attendez, si je passe mon temps à parler de mon sujet principal, ça devient une conférence. Si je veux aller chercher les autres, il faut peut-être que je leur dise moi aussi j'ai envie de baiser, moi aussi j'ai envie d'être comme les autres. Est-ce que ça s'est fait de manière naturelle ou est-ce qu'il y a eu une réflexion en disant comment je vais les chercher? Le terme conférence pour moi est très très juste. J'ai toujours dit sinon je fais une conférence, c'est-à-dire que si je ne le fais pas de cette manière-là avec l'humour, avec un seul en scène sur scène, en fait je fais une conférence, je prends un micro et je fais des questions-réponses avec les gens et ça devient un peu déprimant quoi. Il y a un truc où moi ma metteuse en scène m'a beaucoup aidé là-dessus pour le coup moi parce aussi, que il y avait des fois j'arrivais avec des trucs parce que j'avais quand même besoin de dire les choses et d'expliquer à quel point c'était terrible, mais j'avais besoin de le dire et vraiment il y avait des fois où je lui disais des trucs et je faisais un 5 minutes tu vois où je me disais putain là ce que j'ai écrit je peux te dire que ça envoie et elle me disait alors c'est super
Mais le nombre de fois qu'elle m'a dit, mais il y a pas de blague. Et en fait, c'est-à-dire que moi, je me rendais pas compte de la dureté de ce que je racontais, en fait. C'est-à-dire que comme c'était ma vie, et en fait, elle me disait, mais c'est hyper raide. Tu peux pas me poser ça là, comme ça, sur scène. Et elle me disait, en plus, tu fais pas un TEDx, quoi. Enfin, donc ouais. Bah, c'est intéressant. Moi, j'ai pas eu ça avec le cancer parce qu'au moment où on s'est mis à écrire cette histoire-là, j'étais apaisé sur comment raconter ça. C'est-à-dire que j'ai eu 20 ans d'analyse, j'ai eu beaucoup de temps pour me poser sur les mots que j'allais employer pour ça. En revanche, je parle d'autres sujets dans le spectacle où j'ai pu être un peu plus dur. En fait, ma metteuse en scène, moi, elle est arrivée après l'écriture. Donc, elle m'a aidé à raconter cette histoire-là sur scène. Au niveau de l'écriture, c'est grâce à Timothée, à mon co-auteur, que j'ai pu, j'ai écrit des passages, tout le passage du père sans trop en parler. Il était, mais 4 fois plus trash. On va en venir quand même au passage du père un peu plus tard parce qu'il est intéressant. Enfin, pardon, j'extrapole, mais c'est marrant parce que c'était pas sur le cancer. C'est sur les passages de ma vie qui ont toujours comme point de départ ce truc-là. Mais où j'ai pu être plus violent, ou alors à l'inverse. Moi, j'avais toujours peur de faire des vannes un peu trash. Et Timothée, c'est l'inverse. Il aime bien être un peu, et donc il me disait, là, t'inquiète, on peut y aller. J'étais sûr et tout. Et j'y suis allé, et je me suis libéré un peu d'un truc, et ça a fait rire. Et donc, en fait, c'est chouette. Sauf que parfois, je suis un peu trop. Donc, il me dit, là, c'est un petit peu trop. Toi, Gabriel, je crois que dans tes inspirations, il y a Jim Carrey, Will Ferrell, Tex Avery, quelque chose de très cartoonesque. Et donc, quand tu projettes des personnages, le soir où j'étais là, tu t'es lancé dans des impros où ça partait très très loin. Et c'est même marrant parce que je te voyais dans l'impro, tu disais mais où je vais là? Et tu disais est-ce que je vais trop loin? Non, j'y vais. C'est le jeu. Voilà, c'est ça. C'est le personnage parce que. Et ça fait. Quand. Et alors nous, quand on est allé, il y avait Baptiste Le Caplin, donc on le disait tout à l'heure. Ton spectacle est très riche. Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients, beaucoup de styles différents. Mais il y a des moments où tu pars avec une énergie de dingue, c'est très cartoonesque. Tu joues des personnages imaginaires. Tu joues des personnages imaginaires et t'es embarqué dans tu crées une espèce d'univers soudainement absurde, complètement absurde, on dirait un dessin animé. Et on a senti que dans ces passages-là, Baptiste, c'est le moment où il éclatait de rire. T'entendais sa voix par-dessus celle de tous les autres, totalement, il rigolait, il s'esclaffait. Et du coup, on s'est dit, tiens, là, il y a une filiation, tu vois, là, il y a un univers commun, il y a un truc. Vous touchez du doigt, mon Baptiste m'a appris ça sur scène. Je suis très, 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 très fan de son travail. Il m'a appris que c'était possible. Et donc, quand il est venu, là, on en parle calme. Je peux vous dire que j'étais dans un état de jouer ça devant lui, sachant qu'il était dans la salle. Puis tu devais l'entendre, non? Et évidemment, parce que son rire est hyper reconnaissable. Et donc, Timothée est fan absolu de lui. Moi, je suis fan absolu de son travail. Donc, le jour où il arrive, on est en train de trembler, on suce les braises, j'y vais, je joue le truc. Et je l'entends rire et je suis là, oh putain. Il est en train de rigoler à des vannes qu'il a lui-même, malgré lui, un peu inspiré. Et donc, c'était très très beau. C'était un moment pour moi assez génial. Et évidemment, sur le cartoon, quoi. Et alors moi, le soir où j'y étais, donc il y avait Virginie Efira qui a aussi un rire très reconnaissable, un faire de rire chaud, bienveillant. Et ça m'a marqué parce que c'est là où je me suis dit qu'il y avait une grosse différence dans vos spectacles. Parce que on en parlait un petit peu avant le début de l'enregistrement avec toi, Norma. Dans ton spectacle, il y a plein de rires, on va dire classiques au sens le plus beau du terme. Hein. Et puis il y a des rires de soulagement et des rires éruptifs. Et c'est beaucoup de femmes, évidemment, vu le sujet du spectacle. Et comme tu le disais tout à l'heure, nous ça nous a beaucoup marqué parce qu'on s'est dit, oh, là, elle a percé une bulle il y a un truc qui est éruptif. Et j'ai vu moi, littéralement 2 rangs en dessous de moi, une femme se met à rire sans pouvoir s'arrêter, et en même temps, dans son regard, se dire, oui, il y a un truc qui est en train de se déverrouiller, je ne sais pas moi-même où va ce rire. Comment tu vis ça, toi? Est-ce que tu le captes sur scène? Ouais, je le capte. Parce que des fois même tu réagis. Ouais. Parfois c'est compliqué parce que j'entends des rires et je me dis, waouh, cette personne est en train de comprendre que ça lui est arrivé. Et donc là, elle rigole, mais je sais qu'elle est partie pour un long chemin, quoi, parce que le moment où on s'avoue qu'on a été victime de viol ou d'inceste, sur le coup, il est super salvateur, mais après, après, quand le couvercle a été enlevé, il y a plein de trucs qui surgissent, quoi. Donc déjà, je me dis, waouh, je suis dans un moment de sa vie dont elle se rend peut-être pas compte, mais qui va lui ouvrir plein de portes et en même temps l'effrayer. Et puis, c'est surtout, je me dis, j'espère que je vais pas la faire décompenser devant tout le monde. Enfin, il y a un truc un peu, j'espère que ça va pas aller trop loin pour elle. En fait, on sait jamais, quoi. On connaît pas les psychismes de tout le monde et peut-être qu'un jour mon spectacle il sera trop dur pour quelqu'un. C'est jamais arrivé, mais c'est parfois ma grande peur de me dire. Il y a personne qui un jour s'est levé pendant votre spectacle et qui est parti en disant en fait j'y arrive. Moi j'ai des féministes relous qui se sont levés, qui m'ont fait un truc horrible il y a quelques mois. C'est marrant, je l'ai jamais dit, mais j'ai des féministes relous. Je sais pas d'ailleurs, pour moi c'est pas des féministes, c'est des intégristes, mais j'ai des femmes qui se sont levées en disant qu'on pouvait pas se permettre d'en rire. Des femmes en plus non victimes. Donc je suis toujours très dérangée par les gens qui portent une cause qui n'est pas la leur et qui savent plus que toi comment
comment j'aurais dû le vivre. Je veux dire, on sort des Comment tu dois injonctions. en parler. Ouais, c'est fou. C'est Enfin, dur. on sort Et- de et l'injonction des hommes et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de féminisme parfois qui va nous amener sur une espèce d'injonction de la part des femmes. Enfin, moi, j'ai envie que personne me dicte, ni les hommes, ni les femmes, qu'est-ce que je dois faire, ni de mes poils, ni de mes traumatismes, en fait. Et donc, j'ai des filles, ouais, qui sont parties au tout début, alors qu'elles sont venues voir un spectacle d'humour, en plus, en me disant, c'est vraiment, c'est vraiment vomir au visage des victimes d'en rire. Mais pas dans le C'est spectacle. dur. Elle se Pendant lève, le elle dit ça. spectacle. Et en plus, Pendant le spectacle, c'est dur. des militantes, entre guillemets, donc elles sont parties pendant 10 minutes par deux, elles étaient 15, et elles sont parties par deux pendant 10 minutes, toutes les 3 minutes. Ah ouais, donc En c'était tapant vraiment des pieds dans le orchestré regard. pour C'était un te truc foutre prévu. mal, quoi. C'était horrible. C'était, je pense, un truc prévu. Ça a été le pire moment scénique de ma vie. Et en même temps, je les remercie parce que c'était une 500 places en plus. Et je les remercie parce que si je me suis pas arrêtée là, je m'arrêterai jamais. C'est-à-dire que Ouais, vraiment, c'est-à-dire que là, tu peux te dire, c'est le pire qui puisse c'est le m'arriver. pire qui puisse m'arriver. Après, ça C'est le ira, ça pire sera qui jamais puisse pire m'arriver. que ça. C'est exactement ça. Je pense, donc en fait, je crois qu'elles m'ont hyper, T'ont renforcé. en ouais, fait. je pense qu'elles m'ont renforcé, ouais. Moi, personne n'a été, je crois, outré ou choqué à tel point qu'ils sont partis. Moi, j'ai joué. En revanche, en termes de partir, j'ai joué dans des salles tellement ouvertes à tous qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là pour ça et qui sont donc partis en plein milieu du point cliffhanger du spectacle, donc le plus important. Elles sont parties en plein dans le truc. Parce qu'ils Et- étaient pas clients de... Parce que elles n'étaient pas là pour ça. C'était un café associatif. Elles ont passé le truc à Ah oui, genre, lire sur leur parce qu'ils avaient un téléphone et truc tout. à faire, Ouais. ils partaient. C'est quoi. vrai. Et donc je me suis dit bon, et à ce moment-là il y a un SDF qui est rentré, enfin c'est vraiment joué dans un lieu pendant longtemps dans le 13e, un truc Les bons plans. vrai, les bonne bons expérience, mais hyper enrichissant. Et sinon j'ai des gens qui dorment au premier rang, mais ça c'est Mais ça, c'est Ça m'est partout. arrivé une fois. mais ça j'ai Ouais, pas envie de le réveiller non plus. Parce que Ce non, mec mais sympa. T'es Non, vraiment mais- gentil. Et après, bon, si le mec dort non, bien. parce que tacler le public, ça me fait un peu rire de temps en temps quand c'est tendre et qu'il y a, enfin, Mm. qu'il y a de la bienveillance, parce que je sens qu'il y a de la bienveillance de leur part aussi. Le mec qui s'endort au premier rang, bon, bah, écoute, bonne sieste. Je sais pas comment il fait pour s'endormir de ton Ouais, spectacle mais je me avec suis posé la question parce que l'énergie que t'envoies. C'est ça, je vu que vos crie, commentaires je crie, arrivent, je ouais, bouge, je... Oui, c'est Et ça. le mec dort, donc je me dis, bon bah mec, C'est-à-dire, t'as qu'est-ce qu'il faut vraiment que tu des problèmes fasses de pour qu'il se sommeil. réveille Bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, bonne sieste. Alors là, c'est les gens qui supportaient pas, il y en a pas tant que ça, Mm, mais il y a quand même un malaise volontaire. mm. Ce malaise volontaire, il est un peu différent de... Là, j'ai regardé le dernier spectacle de Ricky Gervais, et à un moment, il fait une blague avec un animal, un pédophile, un enfant, et une nationalité étrangère. Il y a tout ce qu'il faut, un peu de racisme, un peu de truc. Et en gros, le ressort comique de son malaise, c'est on ne devrait pas rire de ça, mais c'est tellement too much qu'on y va. Vous, c'est pas pareil, parce que vous allez chercher les gens sur des trucs qu'ils ont peut-être pas envie de voir. Mm. Comment vous avez dosé ça? Et puis, est-ce que ça vous a fait peur au départ de vous dire, mais en fait, si je vais là, je vais les perdre, quoi? Moi, oui, j'ai eu peur. Très peur. Et Timothée, donc j'en parle beaucoup, mais mon coauteur m'a beaucoup aidé là-dessus, à des moments. Genre, je faisais pas, il me disait, mec, c'est exactement ce dont tu veux parler, donc vas-y. Ne sois pas en retenue, puisque c'est le sujet à des moments où je disais, mais non, mais là, j'ose pas, parce que les gens, parce que les réflexions, parce que moi, parce que, mais mec, tu fais un spectacle pour ça. Donc en soi, vas-y. Et il avait raison là-dessus. Sur plein de sujets, pics du spectacle. Et après, il y a eu une dramaturgie, une construction très précise où je choisis les moments précis en termes de construction où je vais les faire rire ou pas. L'idée, c'était de commencer avec une douche froide, de commencer avec un truc où j'arrive, je parle du cancer vraiment dans les 5 premières minutes, tout le monde est gêné et je les imite gênés, donc je les détends et après je leur dis vous inquiétez pas, on va en rire et on en rigole jusqu'à certains sujets précis. Et donc les rires doivent être présents pour que les moments plus tristes soient Ça contraste. soient forts et que ça contraste et que ce soit des moments de respiration. Et après il y a des moments où je danse aussi pour leur filer une respiration aussi et il y a d'autres moments où je suis plus détente et calme sur d'autres trucs. Mais en sortant du spectacle, on s'est dit qu'il y avait dans cette construction quelque chose de volontaire. Moi, je trouve que tu vas beaucoup nous chercher. Ouais, C'est-à-dire absolument. qu'il y a des moments où tu Je nous tends la main. emmènes très loin. Et ensuite, on voit que tu fais une sorte de... Enfin, il y a un mouvement d'écriture pour venir Ouais. nous ramener parce que tu sais que tu nous as poussé Bien contre sûr. le mur. Et Bien ça, sûr. je trouve Et ça. ouais, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais ça me touche. Non, mais parce qu'en plus de ça, maintenant, alors qu'au début, je supportais pas ça, pour moi, je fais de l'impro avec le public. Et l'impro marche là-dessus aussi parce que comme c'est linéaire comme histoire, je peux toujours y revenir. Bon, on y retourne. Et en fait, aujourd'hui, l'impro permet ça. C'est-à-dire qu'elle permet, je peux les emmener, si j'étais vraiment quartier libre et qu'il n'y avait pas d'autres choses pour eux et pour moi dans leur soirée, je pourrais faire 5 heures je pars dans tous les sens et on parle d'un personnage et puis on parle du personnage qui parle à un autre personnage et puis en fait on parle de moi qui parle des personnages et puis en fait machin. J'ai des moments où je pourrais vraiment aller très 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 loin et j'y vais pas parce qu'il faut continuer, il faut pas perdre de fil de l'histoire, mais j'adore.
Puis au Palais des Glaces, il faut rendre la salle à 1h aussi. Ah, j'étais le dernier. Ouais, c'est vrai. Donc ça va. Mais là, je joue à ce cas-là et il y a des gens après moi. Donc il va falloir que je fasse attention. Là, on doit réduire le spectacle. Et pour moi, c'est un peu un cauchemar de réduire le spectacle. J'ai pas du tout envie. Et toi, Norma, comment tu gères les moments où tu crées volontairement aussi du malaise pour pouvoir ensuite percer la tension et créer et l'utiliser comme un ressort comique? Ah bah alors moi pour le coup ça a été un vrai enfer et je crois que ça l'est encore mais ça va beaucoup moins, mais comme je suis humoriste, quand ça rit pas alors que ça n'a pas été écrit pour faire rire, c'est ça qui est dingue et on en parle beaucoup avec ma metteuse en scène où il y a des fois je lui dis t'as vu mon début, il a pas ri. Elle me dit mais il est pas drôle. Enfin il y a quelque chose de fou que tu veuilles absolument. Et en fait je crois aussi qu'on est beaucoup moi, je me suis beaucoup fait marteler par le stand-up, par cette espèce de truc qu'on a tous entendu, qu'il faut une punchline toutes les 8 secondes, et machin, et truc. Et en fait, ça m'a pris énormément de temps. En plus, je viens d'une école de théâtre spécialisée là-dedans et tout. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à déconstruire. C'est pas parce que tu fais pas rire toutes les 4 secondes que t'es pas drôle. Mais après, non, je suis très contente d'assumer ce début, par contre. Je suis contente, au début, quand je pense à ma première rentrée, mais c'était vraiment j'avais fait un espèce de truc too much. C'était presque un peu fait à la saucisse. Parce que je me disais bon, vu que j'arrive avec ce sujet, allez hop, mais c'était je le regarde avec beaucoup de tendresse, mais quand je regarde mes premières captations d'il y a quelques années, j'arrive pas à regarder, ça m'angoisse complètement. Et ben moi je les regarde parce que déjà c'est cool pour voir à quel point t'as progressé quand même. Moi j'ai peur de retourner. Je regarde et je fais je vais retourner. Moi je suis tombée sur 2-3 trucs là où je me suis dit, oh là là, tu m'étonnes. Et à ce moment-là, je croyais que j'allais faire l'Olympiade en 6 mois. Non, mais c'est logique. Vraiment, c'est très très logique. Je suis contente d'assumer, mais parce qu'en fait, mon sujet ou celui de Gabriel, c'est des sujets aussi sur lesquels faut s'arrêter et qui sont malheureux en fait. Et je crois que justement notre équilibre, il est aussi de pas avoir fait que du rire et que faut quand même pas qu'on oublie que c'est quelque chose de grave quand même, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça reste quand même une histoire écrite. Je sais pas quel degré de fiction tu mets toi dans. Il y en a aucune. Ah, c'est ça. Enfin, je sais pas. Il y a un point commun dans vos deux spectacles, c'est que vous jouez des personnages. Enfin, il y en a aucune parce que je joue des personnages qui sont pas moi. Voilà. On se doute des personnages qui sont très caricaturaux, ils sont un petit peu par exemple, mes parents sont pas mes parents. C'est très inspiré, mais je sais que j'ai un grand besoin aussi de me protéger de la réalité parce que sinon, encore une fois, je fais une conférence. Pour moi, c'était important de raconter une histoire qui reste quand même aussi de la fiction. Et justement, est-ce que vous avez vu Nanette de Hannah Gadsby? Moi, c'est ma bible. C'est le spectacle que Timothée mon co-auteur, me dit de regarder absolument sur Netflix. Je procrastine beaucoup à voir des choses et faire des choses. Moi, moi, c'est pareil. Parce que mais t'as peur d'aller le voir ou parce que ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse vraiment, mais je regarde Friends. Je reviens à Nanette. Oui, Nanette. Donc, du coup, je l'ai jamais vu, mais il faut que je le regarde. En gros, à un moment, elle dit, beaucoup mieux que moi, elle dit, les dommages qui m'ont été infligés sont réels et handicapants. Je ne m'épanouirai jamais, mais c'est pourquoi je dois arrêter la comédie. Car la seule façon de dire ma vérité et de créer une tension dans la pièce, c'est avec la colère. Et je suis en colère. Je pense avoir le droit de l'être. Le rire n'est pas seulement un médicament. Les histoires détiennent le remède. Le rire est juste le miel qui adoucit le médicament amer. Je ne veux pas vous unir par le rire ou la colère. J'ai seulement besoin que mon histoire soit entendue, ressentie et comprise. Et à ce moment-là, elle annonce la fin de sa carrière, qui ne sera pas la fin de sa carrière. C'est là où elle est très forte, c'est que tu vois rien que son texte, c'est émouvant. Moi, j'ai vu le spectacle. Mais tu n'es pas elle le joue pas du tout comme moi. Elle le joue en colère, en pleurs, avec les dents serrées. Ce qui est fou, c'est que la captation qu'il y a sur Netflix, c'est la 3e, et elle a toujours une émotion dont tu pourrais jurer que c'est la première. C'est du génie. Et en fait, elle te dit. Mais c'est du jeu. C'est difficile à savoir parce qu'elle a refait des spectacles après. Mais elle parle de son viol. C'est du jeu, mais en même temps, c'est son drame. Donc voilà. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle te dit, en fait, la seule raison pour laquelle je suis drôle, c'est qu'en fait, j'arrive pas à processer ce qui m'est arrivé. Et en fait, c'est un masque et je déteste ce masque, je le dégueule, donc j'arrête. Ça te fait quoi, toi, quand tu vois ça? Moi, je suis quelqu'un de pas du tout drôle dans la vie. Ouais, mais alors pas du tout. Enfin, non, je suis drôle. Non, mais je suis drôle dans ma grande intimité. Je suis drôle avec mes amis très proches. Je suis drôle avec mon mec. Mais moi, j'ai une pote, elle est drôle tout le temps. C'est-à-dire, elle est en panne, elle est drôle. Elle fait la queue à la poste, elle est drôle. Moi, je fais la queue à la poste, j'ai envie de crever. T'es je pas en comprends représentation quand t'es plus sur scène. Pas du tout. Puis je suis extrêmement timide dans la vie. Enfin, moi, je peux vous croiser demain. Si je vous dis pas bonjour, c'est pas du tout du snobisme. C'est que j'ai très peur, en fait, de la vie. Mais ouais, il y a quelque chose. Il y a des fois où je me dis, oh là là, qu'est-ce que
En fait, ça me fait pas si rire que ça d'en rire. Mais il faut bien que j'en fasse quelque chose. En fait, faut bien que je ne veux pas que mon histoire me bute, en fait. Enfin, je veux pas que mon histoire me tue, je veux pas qu'elle m'attrape. Je travaille à ce qu'elle ne m'attrape pas, je travaille à ce que mes complexes, me permettent quand même d'aller dans une soirée. Donc, mais ouais, parfois, oui, j'en rigole parce que j'ai pas réussi à le dépasser. C'est évident. Moi, je voulais être agent immobilier, tu vois. Donc, j'ai quand même un peu raté ma vie, quoi. Enfin. Bah, il y a plein de gens qui font 2 métiers. Ouais, mais attends, je vais peut-être me faire recruter par l'agence. Moi, c'est marrant. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est ma force d'en rire. Moi, c'est mon identité. Pendant longtemps, j'étais complexé par ma paralysie faciale parce que je souris que d'un côté. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie que ce soit presque un symbole un peu cool. Comme, ça te donne un petit air crooner. Ouais, moi c'est marrant, j'ai une larme qui tombe que d'un œil. Et quand j'étais petit, ça me faisait penser à Cry Baby. Donc, aujourd'hui, je peux plus trop le dire parce que c'est Johnny Depp. Mais donc le personnage de Cry Baby, c'est marrant, il avait un œil et ça me faisait rire. C'était un des trucs auxquels je m'identifiais. Et donc Jim Carrey, évidemment, parce qu'il bouge dans tous les sens, il fait des grimaces de partout et son corps, c'est son visage, c'est sa vie, son outil, Moi, c'est mon identité de rire de ce que j'ai vécu. C'est ma principale force aujourd'hui. J'adore en rire, j'ai besoin d'en rire et je trouve ça génial de faire des vannes dessus. Enfin, quand j'ai commencé, j'étais très ami toujours aussi avec des amis humoristes et tout. Et je sais plus pourquoi en dîner est amené le sujet de tu prends de la drogue, pas de drogue, machin. Moi, je me drogue pas du tout, de rien du tout, et je leur dis non. Et il y en a qui me fait en même temps avec la chimio. T'as pris bien pas mal de drogue. J'ai éclaté de rire, je trouve ça génial. Et pour moi, la consécration de ça, c'était l'acceptation et l'apaisement de mon visage. J'ai eu rendez-vous il y a pas longtemps avec une pro des paralysies faciales. C'était génial parce que je suis en train de soigner mon œil, donc pour plein de raisons. Quand ça devient médical et vital, c'est hyper important d'améliorer. Elle m'a dit, on peut désanimer en gros la partie animée de votre visage pour que ce soit un peu plus harmonieux, un peu plus symétrique. Pas du tout dans un truc négatif, dans un truc vraiment pro. Et ça m'a fait un bien fou de pouvoir mettre des mots avec un pro. Et je l'ai regardé, je l'ai souri, je lui ai dit merci beaucoup de pouvoir me donner des infos et des solutions. Je le garde en tête pour dans 10 ans si jamais un rôle, un truc, parce que ça dure que 6 mois, faut les refaire tous 6 mois, c'est des piqûres. Je dis mais je ne vais pas le faire parce que c'est ma vie, ce visage-là. J'en rigole sur scène. Aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. mais c'est très vrai. Je fais cette vanne beaucoup. Je dis non, me frappe pas. Après, ça va redevenir normal. Je peux pas. J'en rigole. Tu sais comment. Ou alors frappe-moi de l'autre côté que ça fasse un. Mais parce que tu t'en sers vachement de cette moitié qui est très expressive. Mais j'adore. Et je lui dis merci. Et ça me rappelle cette fois-là où j'étais avec une actrice qui m'a. J'étais petit, je lui ai dit j'aurais être acteur, mais je sais pas, ça me fait peur. Elle m'a dit mais pourquoi ce dont tous les acteurs rêvent d'avoir, t'as 2 facettes. Et ça m'a marqué toute ma vie. C'est vraiment une des plus belles phrases qu'on m'a prononcées parce que justement, ça prouve que aujourd'hui, je fais du rire et d'une force, ce truc-là qu'on m'a craché à la gueule parce qu'au collège, j'en arrivais en me disant, t'es trop bien déguisé pour Mardi Gras. Ou pourquoi t'as la bouche comme ça, ou pourquoi, tu vois. J'ai fait une émission il y a pas longtemps où on parlait de Mowgli. À la fin, tu sais, quand il voit une fille du monde moderne, et il lui sourit, mais il l'a jamais souri parce qu'il a vécu dans la jungle toute sa vie. Il sourit que d'un côté. Et quand j'étais petit, j'étais là, waouh, c'est moi. Enfin bref, aujourd'hui c'est une force et j'ai besoin d'en rire et ça me fait rire d'en rire. J'adore. Non mais après c'est aussi ça, j'adore la psycho et là ils sont en train de mettre un truc au point pour entre guillemets figer dans le cerveau le traumatisme et que tu ne t'en rappelles plus. C'est-à-dire ils sont en train d'essayer de faire en sorte que tes parents par exemple t'ont battu toute ta vie, tu ne t'en rappelles plus mais ça n'a plus de séquelles, c'est-à-dire que si quelqu'un claque une porte fort tu bondis plus. Voilà. C'est violent. Donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait tous arriver à une espèce de normalité qui pourtant je sais pas si elle existe parce que encore une fois que ce soit le divorce de ses parents ou un cancer ou l'inceste, faut se remettre d'un truc et bref et donc ma mère c'est un truc je sais plus où j'ai vu ça mais c'est un truc très très sérieux. C'est la science-fiction, c'est le turfu quoi. C'est quand même un peu fou. Et ma mère qui a un enfant qui a été hyper maltraité, qui est polytraumatisé, me dit j'adorerais ce truc. Et donc on en a beaucoup discuté parce qu'elle rêve. Mais peut-être parce qu'elle a 65 ans et qu'en fait, ça fait 30 ans que je me débat avec ma douleur, donc peut-être que j'ai encore de la force. Elle m'a dit, moi, je te jure que s'il y a une pilule à prendre demain pour oublier l'enfer que j'ai vécu, je la prends, quoi. Et on en a beaucoup discuté. Et moi, en tout cas, pour l'instant, je trouve ça intéressant de réussir à se débattre avec, oui, puis de se avec ce qui est dur. En réaction à quelque chose de négatif, parce que forcément, ça t'amène à rejeter des comportements de manière forte. Bah ouais. Ouais. Moi, à l'inverse, il est hors de question que je prenne ça. Ouais. Parce que ma vie, c'est ça.
pas ma vie aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que je me suis tellement construit. J'ai toujours dit, si c'était à refaire depuis le début, je referais tout dans les moindres détails. Tu dis ça dans ton spectacle et ça fait. Je le dis, je parle. Mais moi aussi, je suis assez fière de ce que ça m'a fait devenir. Alors là, analytiquement, je crois que c'est très mauvais parce que mon psy dit, c'est pas votre traumatisme qui vous définit. Non, c'est ce que vous en avez fait, ce que vous avez eu l'intelligence d'en faire. Bon, moi, je sais pas, mais... Moi, c'est vraiment ça. Mais même quand j'étais petit, je me suis dit, ce serait plus simple si j'étais pas comme ça, si j'avais pas été. Non, vraiment, je le vis. Et je le vis encore plus fort. Non, mais mais je le vis vraiment. Je veux un deuxième cancer. Je veux trop savoir ce que ça va me faire. C'est une nouvelle blague. Et maintenant, tout le monde est, ça va être ton deuxième spectacle. Fais attention, tu manges des M&M's. Alors, parlons des autres un petit peu, mais pas du public, de vos proches. Parce qu'évidemment, ils sont quand même très concernés par ce que vous racontez. Norma, toi, l'inceste que tu vis, c'est un inceste familial par définition. Tu mets même en scène ton grand-père. Comment les gens de ta famille ils ont vécu, ta démarche, 2, est-ce qu'ils ont vu le spectacle, est-ce que tes parents sont venus, t'as gagné le procès de ton grand-père, et en même temps tu le joues sur scène. Comment ça fonctionne tout ça dans ton écosystème familial? Eh ben alors j'ai très peu de famille, c'est-à-dire que ma mère vient de la DAS, mon grand-père dans le spectacle est mon grand-père par alliance, c'est-à-dire que c'est le père de mon beau-père. Donc moi j'ai peu de famille, mais en tout cas dans la famille du côté de mon grand-père, tout est un peu adoptif chez moi. Donc la famille au sens propre de on s'est tous filé une génétique, il y en a très peu. Mais par contre, on a une unité familiale. Et j'ai eu vachement de chance, c'est que tout le monde m'a cru, tout le monde a trouvé ça bien, tout le monde a trouvé ça courageux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que les victimes qu'on ne croit pas, elles en parlent, je pense, ni dans leur salon et encore moins sur scène. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. Après, j'ai une tante qui a vu 4 fois mon spectacle et ça la fait toujours pas rire parce qu'elle me dit... Mais elle aime le spectacle? Elle aime le spectacle, mais elle me dit, en fait, moi, je vois cet enfant qui faisait Noël avec nous et je n'ai jamais compris qu'elle se faisait violer un week-end sur 2. Donc, elle me dit, ça me fait pas rire du tout ton truc. Et le jour où j'arriverai à faire rire ma tante, je pense que je serai devenu un génie de l'humour parce que vraiment elle rit pas. Mais voilà, mais après c'est fort parce qu'en même temps elle est revenue à chaque fois. Ouais, elle revient et c'est marrant parce qu'elle est un peu plus détendue à chaque fois. Donc je pense qu'au bout de 10 fois, elle va finir par voir vraiment qu'est-ce que c'est ce spectacle. Mais je crois que ça la surtout sidère. que tu parles pas que de ça. Mais non, mais pas du tout. Pas du truc qui pourrait l'attraper. Mais je crois que elle entend le j'ai été violée, elle est sidérée pour 8 jours en fait. C'est pas entendable pour elle. Mais sinon non, les gens autour de moi, j'ai un super entourage. Gabriel, toi, dans ton spectacle, tu parles beaucoup de tes parents. Ouais. Et de ton frère et de ta sœur aussi. Et dans l'occurrence, quand on était là, il y avait ta mère les 2 soirs. Ouais. Et t'as des mots des fois assez durs. Ouais, pour ton père surtout. Ouais. Ton père aussi. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont venus tous le voir? Ils sont tous venus, ils sont tous très respectueux et très heureux de ce que j'ai accompli et de là où j'en suis. Ma mère, c'est très touchant pour elle parce qu'elle a découvert plein de choses qu'elle savait pas trop, même si on a vécu ensemble, qu'on a toujours été très très proches pour en parler. Elle a été très émue la première fois qu'elle l'a vu, très émue et très touchée. Pareil pour ma sœur et mon frère est trop petit pour se... Mais ton frère, tu en parles beaucoup. Mais c'est pas lui dans le spectacle, c'est une caricature aussi, c'est mais ça du le truc. coup, dans la salle, il y avait ce petit frère. Bien sûr. Est-ce qu'il t'en a parlé après? Qu'est-ce qu'il a capté? Parce que tu dis beaucoup de choses très belles sur lui. Mon frère, il dit ça me fait rire quand tu dis couille. Vraiment, il a 7 ans, donc il se rend pas compte encore. Il se rend pas du tout compte. Si, la première fois que j'ai dit une vanne sur lui, c'est dans la salle où il y avait donc les élèves qui rentraient, qui sortaient le café associatif du 13e arrondissement, qui s'appelait le Tekawa, un niveau de Bourbier, mais énorme, mais incroyable à vivre, parce que les expériences étaient ça. Il a commenté une phrase que j'ai dite, et tout le monde a éclaté de rire, et c'était super sympa. Après, il était face à moi, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y avait 50, pas du tout, mec, s'imagine, pas du tout 50 personnes, il y avait 20 personnes en face de moi, et vraiment, les marchaient les uns sur les autres. Est-ce que tu joues différemment? Le rapport avec ton père, il est, au moment de ce que tu racontes, il est oedipien, père-fils, quoi. On sent bien qu'il y a un frottement. Si ton père est dans la salle à ce moment-là, c'est ce que ça change quelque chose pour toi? Au contraire, moi je sais que Panayotis en parle très bien. Quand lui il parle de son père dans la salle et que son père est dans la salle, ça le touche aussi. C'est toujours important de savoir que les gens qui on a grandi, tu vois, que ce soit le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousins. Moi je suis très très proche de mes cousins qui sont venus aussi voir le spectacle. Ils ont été très touchés parce que j'évoque à des choses, à des moments forts, moins forts. Voilà, ça s'est très très bien passé. Vraiment. Et au moment de l'écriture, dans cette phase-là, est-ce que vous pensez à la réception quand vous parlez de votre famille? Pas assez, je pense. Là, par exemple, on écrit une série en ce moment où il y a beaucoup de personnel dedans. Et là, se pose la question de fais attention aux gens dont tu parles. Le spectacle, il n'a pas eu ça parce que c'est moi le sujet principal. Il se trouve que on évoque plein de choses autour, très fortes et très importantes.
mais du coup la question ne s'est pas forcément posée. On revient sur Baptiste, mais je sais comme Baptiste il parle de son dernier spectacle, le Capin, où il dit qu'il a trompé sa femme et tout ça. Sa femme qu'il avait déjà raconté dans un podcast en plus. Voilà, ah oui, c'est comme ça, je sais plus. Ouais, en gros, il y a beaucoup de gens qui le savaient parce qu'il en a déjà parlé d'accord. ouvertement. Ok. Bon, en tout cas, c'était pas. Ce que je voulais dire, c'est que juste sa femme, elle l'a découvert sur scène. Elle n'était pas au courant. Ça, je crois qu'il le dit avec Fanny Ray, ou je sais plus où il en a parlé, mais il dit c'est mon manager qui a installé ma femme dans la salle. Il lui a dit au fait, il parle un peu de toi. Ah bon, mais combien de temps? 20 minutes. Salut. Il est parti. Enjoy. Et elle a regardé le spectacle. Enfin, pardon, je sais plus pourquoi je pense à cette anecdote, parce que moi, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que ma mère est venue voir le spectacle. Elle savait pas. Ouais, moi, elle le savait parce que j'ai porté plainte et tout, mais oui, voilà, elle connaissait l'histoire. Mais moi, j'ai dit à ma mère, j'ai porté plainte pour agression sexuelle sur mineur. C'est pas la même chose que de dire, je me suis fait violer un week-end sur 2. Donc ma mère a appris ça sur scène. Donc en plus, moi, je sors de ma première, qui est un truc hyper. C'est le sentiment le plus fou de ta vie, je crois. Tu vois, la première de ton premier spectacle, il y a quand même un truc. Tu te dis, ça se trouve, je vais rentrer chez moi, on va me renvoyer que ce que j'ai fait, c'est catastrophique. Et le rêve que j'ai nourri pendant des mois et des mois, en fait, ça se trouve, il n'existera jamais, quoi. Et donc, moi, je sors du spectacle hyper contente. Il y a mes meilleurs amis et tout. Et je vois ma mère qui est pas très bien, quoi, en fait, qui est très heureuse pour moi et tout. Et en fait, je me suis rendu compte de la violence de ce qu'elle venait de vivre ce jour-là. Donc, on en a beaucoup discuté et tout. Et c'est pareil pour le film. Quand le film est sorti, quand le documentaire est sorti, encore une fois, elle a vu que j'en étais. Donc, dans le spectacle, elle a appris que j'avais été vraiment violée, quoi. Et dans le film, elle a appris que j'en avais été vraiment triste. Voilà. Bon, pour elle, elle a pas fait le lien tout de suite. Ben, elle a fait le lien, mais je crois pas qu'elle est. Je crois que pour se protéger dans. Parce qu'on la voit, elle est dans le documentaire. Ouais, elle est dans le documentaire. Et on lui demande si elle se sent coupable. Bah oui. Et après, c'est même devant la caméra où elle te demande mais pourquoi t'en as pas parlé quand t'étais enfant? Et toi, tu lui dis mais j'ai essayé, j'ai fait que ça, mais on me croyait pas. Et enfin, il y a vraiment un truc où il y a des choses qu'elle découvre devant la caméra pendant le documentaire. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et puis je pense que c'est très dur pour une mère d'avoir un enfant qui commence à gagner de la visibilité sur ça. C'est-à-dire que toi, ça te montre en tant que parent avoir été défaillant, alors que c'est pas que ça, hein, c'est des systémies familiales. Et ma mère est un enfant qui a été sous emprise, donc elle n'a pas pu sauver un enfant qui est sous emprise. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup moins binaire que ça, l'histoire de l'inceste ou des maltraitances dans une famille. Mais c'est pas facile parce que forcément, enfin, moi ça fait forcément écho à des trucs, pas du tout pour la même histoire, mais en tout cas des choses où forcément, moi je sais que ma mère était de toute façon au courant, parce qu'on a vécu toute notre vie ensemble, qu'elle a soigné, elle a vécu la mort avec moi, enfin il y a un truc très fusionnel de toute façon, pour le coup où elle avait plus d'infos avant de venir. Le sujet en lui-même, et ce que je raconte dans le spectacle, et la manière surtout dont je le raconte, elle l'avait pas. Ouais, elle avait peut-être pas toute la dimension, par exemple, tu parles de ta misère sexuelle, elle avait peut-être pas tout ça. Non, mais ça paraît un peu de gêne au début, mais j'aime bien le terme misère. Merci pour cette c'est comme ça que tu le présentes. Self-confiance. C'est misérable, totalement. Non, c'est vrai que c'est tout le truc de la douche froide, j'ai besoin d'y aller. Elle est là, mais c'est une spectatrice comme une autre. Ça, c'est hyper important. Moi, ça, on me l'a appris. Je dis, mais on fait comment, s'il y a machin, s'il y a truc, s'il y a machin, c'est un spectateur. Le mantra de ma mère, quand même, ma mère m'a dit toute ma vie, tu sais, ma doudou, tout le monde a la même tête quand il fait caca. C'est très, c'est factuel, c'est pas dingue, il y a pas beaucoup de philo, mais tu rigoles, mais vraiment, moi, je déteste ce truc de dire, tu sais, il y a des gens qui sont quelqu'un et des gens qui ne sont, enfin, tu vois, ce truc de, on peut avoir des métiers où d'un coup tu rencontres machin. Tu vois, on m'a beaucoup demandé comment était Emmanuel Béard. Et j'ai jamais réussi à répondre à cette question parce qu'en fait c'est Emmanuel, enfin il y a des jours à être de bonne humeur, il y a des jours moins enfin, et ça m'a toujours fasciné. Mais par contre, je viens d'un milieu social qui est très pauvre à beaucoup de plans, donc j'ai eu des complexes sociaux terribles et je lutte encore avec des complexes sociaux peut-être. Du coup, allez, tu vois, ils sont là, hein. Mais bref, et je lutte avec des complexes comme ça, et en fait cette phrase est quand même très vraie, quoi, de se dire bon, en fait voilà. Moi, ma mère me disait ça pour quand j'étais si quelqu'un t'énerve vraiment, imagine-le en train de chier.
Tu seras tout de suite plus détendu. Ça, c'est les personnages les proches, ces personnages que vous maîtrisez bien. Dans votre spectacle, il y a beaucoup d'autres personnages. C'est un point commun entre les deux. Ça crée On a beaucoup. En fait, vous êtes. C'est pour ça. Ils sont malins. Ils sont malins. C'est un beau podcast. Et du coup, ça fait des ruptures de rythme. Est-ce que le fait de jouer ces personnages, c'est pas aussi, c'est le moment psy, une manière de contrôler ce que vous auriez aimé qu'ils vous disent ou qu'ils disent? Moi, je crois que c'est une façon de contrôler par exemple, Cynthia, le personnage un peu dracaille, un peu vénère, qui a arrêté l'école tôt et tout. En fait, c'est clairement moi. Moi, dans ma vie de tous les jours, je dis quand même beaucoup plus nique ta mère que ça me court sur le haricot. Mais voilà, mais j'essaie de devenir quelqu'un d'un peu plus doux et poli et qui peut aller un peu partout. Mais c'est marrant parce que j'ai besoin d'elle parce qu'elle permet mon espèce de révolte et d'énervement constant que j'essaie d'adoucir tous les jours. Elle a le droit de dire ça. Elle a le droit de dire que Darmanin c'est un enculé. Alors que moi je dis je trouve que c'est dommage ce gouvernement qui prend pas en compte les luttes machin. Enfin voilà, et donc voilà, c'est plus ça. Moi, mes personnages ils me permettent plus de dire des choses. Ouais, de mettre le curseur là où de ma part, je pense que ça passerait pas. C'est marrant parce que moi j'ai ça, mais pas avec les personnages en fait, il y a un personnage qui me permet de dire des dingueries parce que c'est un personnage qui dit des dingueries, un super-héros, j'en dirais un peu plus. On spoil pas. Qu'on spoil pas. Qui dit des dingueries. Mais parce que c'est un débile et que je joue justement sur la débilité de ce personnage. En revanche, quand je parle d'un ami, d'une amoureuse, on essaie de le représenter, et donc d'où l'universalité qui se met là en jeu, où on représente ce qu'est pour nous l'entité de l'amitié, ou l'entité de l'amour, ou la parentalité, ou la fraternité, ou du coup le traumatisme. C'est un mélange de plein d'amis et de fiction. Mais le personnage où j'ai de la catharsis, c'est le mien, c'est Gabriel sur scène. Et oui, évidemment, quand je joue la mère, je dis des choses que j'imagine ma mère dire. Donc forcément, ça joue. Donc ça passe par moi, mais c'est pas cathartique quand c'est pas moi. Et le personnage du scénariste de ta vie? Du scénariste de ma vie. Je l'aime. Ouais. J'ai pensé être schizophrène quand je dis ça parce que c'est vraiment pas moi. Et en même temps, c'est moi complètement parce que je l'interprète. Il est venu assez tard. Et en fait, il est très important parce que, justement, il parle encore une fois d'absurde. Pour moi, il fallait une raison à cette dinguerie absurde d'un cancer à 1 an. Donc, cette bombe, moi, j'appelle ça souvent la bombe parce que ça te touche toi, ça touche les autres. Et donc, c'est pour moi, je voulais imaginer cette réunion des scénaristes du mec qui a, merde, j'ai déchiré la page. Merde, j'ai écrit une phrase en trop. Et merde, j'ai dit que le personnage avait un cancer. Et je peux plus revenir en arrière. Et donc, est-ce que je lui en veux, est-ce que je lui en veux pas, comment on vit avec? Et donc, de le faire d'un point de vue de vraiment comique. Parce que pour moi, c'était important de montrer justement le ridicule et l'absurde de cette situation-là. Comme dans Spider-Man, Venom, quoi. Le maître truc qui tombe du ciel, il devient méchant. Pas d'explication autre que ça. Et parfois, en fait, c'est aussi simple que ça. De mon point de vue, en tout cas, par rapport à cette maladie-là, il y a une cellule qui a pété, un truc, un machin, J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de raison. Ou en tout cas que la raison soit dingue. Et donc il y a cette absurdité-là dans le spectacle. Et puis je crois que c'est une espèce un vrai facteur de résilience, d'arrêter de vouloir chercher la raison. Ouais. Parce que en fait quand tu commences tu vois, moi si je me dis mais pourquoi j'ai vécu l'inceste, ma mère en ce moment a un cancer qui l'emportera, qui est très très grave, et on a passé des mois à se dire mais pourquoi? Et à un moment donné, j'ai regardé ma mère, j'ai dit non mais là je crois qu'il faut arrêter de se poser la question du pourquoi. Je pense qu'il faut vivre mais parce qu'il y a un truc de ce pourquoi il rend fou. Enfin, il rend fou, oui. Il rend complètement le pourquoi de ce que j'ai vécu. Par contre, quand c'est pour ça que j'ai mis des mots dessus. Ouais, carrément. Parce que c'est hyper intéressant. D'un point de vue de l'absurde. J'ai mis vraiment un truc de. Mais c'est marrant quand tu dis j'ai beaucoup d'affection pour mes personnages. Moi, il y a un truc qui me fascine grave. Et là, je suis en train de lire Dan Grimberg dans le cerveau des comédiens, qui est un livre vraiment chouette sur comment on fonctionne en fait. Et moi, je dis toujours quand je pars faire une date quelque part ou quand je parle du spectacle, je dis toujours on. C'est quand même très marrant. Je suis seule sur scène. Ouais, moi aussi. Ma metteuse en scène est rarement là quand je me déplace avec le spectacle et tout. Et ça me fascine ce truc, je ne dis jamais je. Et je crois que c'est par rapport au personnage. Eh ben, j'en sais rien, mais c'est la première fois que quelqu'un, oh là là. Mais parce que moi, en fait, ça fait des années que je dis on, et je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, je crois que c'est parce que, déjà, si je me dis, que je vais sur scène toute seule, c'est abyssal comme angoisse. J'y vais plus. Donc, je crois qu'il y a mon inconscient qui a dit on comme ça. Je sais pas pourquoi on est porté si un jour moi je peux pas, les autres iront à ma place. Et je crois qu'il y a ce truc de personnage. Ce serait marrant de savoir si les mecs qui font que du stand-up, est-ce que Farid il dit on? Je pense pas, je pense qu'il dit je vais à Lyon.
Tu vois, Ouais. ce serait marrant. Bah, moi, ouais, on joue là. Là, on pousse là on fait Ouais, ça. Après, c'est moi, ça. Là, on je suis part en répète. accompagné sans cesse de, tu vois, on part en répète. de mon attaché, mon attaché de presse, de toute mon équipe. Donc, mon co-auteur, ma metteuse en scène tout le temps, mon attaché de presse. Oui, mais moi, je suis sûre que mon c'est pas mon attaché de presse et c'est pas ma metteuse en non, scène. bah, moi, tu vois. moi, il y a mon co-auteur. Quand je dis on, je pense quand même à Timothée. Oui, ok. Il y a du... Parce qu'il était dans Mm. la salle quand je suis venu, je Il est sais tout le temps pas, là. c'est toi. Et alors, la particularité, c'est que les gens m'en tournent la tête, ils font un double take et ils voient Timothée réciter en même temps que moi. Avec les gestes et la tournure, ils se disent mais c'est qui ce mec qui connaît par cœur le spectacle jusqu'au bout des et quand on jouait dans des petites salles, Gabriel il y avait Donzelli deux suivi spectacles. par un fan. Moi, je il y me, avait mais deux moi, je me spectacles. suis demandé ça parce qu'à un moment, t'as fait une impro, t'es parti tellement loin que quand tu as dit ouais, j'étais où, et il y a un gars dans la salle, en l'occurrence Ouais. c'était lui, mais moi je savais pas, qui t'a balancé les études, et t'as dit ah ouais, les études. Ah, c'est ça. Et je me suis dit- c'était génial. Et ça. je me suis dit, il y a un mec dans la salle, il connaît tellement le spectacle que quand lui il se perd. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Parce que moi, je suis très touché par la relation qu'on a avec Timothée. C'est mon meilleur ami. On a avancé ensemble. On avance tout le temps. C'est mon Navo, quoi. Vraiment, on est. D'ailleurs, j'adore l'épisode que vous avez fait avec Navo et Fab Caro. Bah, Je le place. J'adore ce podcast. J'adore. merci. On est très content. Non, et j'ai adoré ce moment-là parce que, donc, j'étais tellement en impro que j'ai eu une saute de texte et j'ai fait souffleur et Exactement. il a créé le texte. Trop Et c'est drôle. vraiment un check qu'on s'est fait en Ouais, 2 ouais. secondes. Ouais. De souffleur et il m'a envoyé le texte, je l'ai attrapé, je l'ai rechangé et ma metteuse en scène était là, elle m'a dit c'était trop beau de voir votre complicité et c'était presque intégré dans le spectacle quoi. Et les souffleurs, études, tac, on est enchaîné. Vous avez beaucoup parlé du fait que, en fait, vous aviez besoin d'écrire là-dessus, mais que c'était pas l'élément constitutif de toute votre projection de carrière. Mhm. Donc, ça veut dire que peut-être votre prochain projet, votre prochain spectacle, votre prochaine série. Ah, moi, je ne parle pas de seront viol une absolument seconde. le Oh, pas bah là-dessus. oui. Alors là, c'est bon. On a- Est-ce que vous posez Ouais. parfois la question de comment vous allez regarder ce spectacle dans 10 ans, dans 20 ans, quand même votre cerveau aura processé plus de choses sur le trauma Bah, initial? Déjà maintenant, moi ça va faire un an que je le joue. Mm. Donc c'est le tout au début. En juin, ça fera 1 an. Je suis déjà plus où j'étais quand je l'ai écrit. Et donc en fait, c'est ça que j'aime aussi, c'est que le spectacle, il est ce qu'il est et il est intégré dans le temps. Et du coup, c'est beau de se dire que quand je le joue, parfois il y a des choses où je suis encore complètement dedans et c'est encore d'actu. Il y a d'autres choses où je suis complètement éloigné de ce Est-ce que que je t'as la raconte. tentation de le faire évoluer? Non, j'aime bien. Après, il évolue toujours le spectacle. On réécrit, on change, on machin. Là, on a rajouté des vannes. Donc forcément, le spectacle bouge tout le temps. Mais le noyau du spectacle est figé. Alors moi, mon spectacle a beaucoup bougé parce que vraiment, pour le coup, il y a des tocs que j'ai plus du tout. Donc, je faisais vachement de vannes sur des angoisses que je ne vis plus. Donc, je pouvais pas... Et j'avais pas envie de raconter des choses que je traverse plus. Je trouvais ça malhonnête, tu vois, c'est complètement con, mais j'ai trouvé ça Là, malhonnête. je comprends. Ouais. Je comprends et en même temps, est-ce que c'est pas aussi ce que ça raconte de la scène? Mm. D'un truc où... Enfin, moi, je sais que entre temps, j'ai pu avoir une histoire d'amour et je raconte que j'en ai pas dans le spectacle. Ben, j'ai dû un peu plus jouer. Mm. Aujourd'hui, c'est fini, mais j'aurais dû, peut-être un peu, ça a duré quelques mois. Pendant ces quelques mois-là, j'étais là, ah, c'est marrant. Quand je joue un mec sans histoire, je mens pas parce que c'est du jeu. Et du coup, ça prouve que c'est encore plus du travail. Et moi, j'aime bien la notion de travail. J'aime bien me dire que l'écriture et le jeu, ça part de soi, évidemment, surtout sur scène dans ce qu'on fait là. Mais j'aime beaucoup la notion de travail, du fait que je bosse. C'est-à-dire que moi, j'adore me dire que je suis un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël, un date, un moment familial, une soirée dans la vie des gens. Et c'est génial. Moi, je sais que on a un couple à notre actif. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui est venu voir le spectacle en date et qui se sont mis en couple après. 2 même. On est à 2 couples. Alors que le sujet est pas romantique. tu dis, C'est très drôle. Mais j'adore, ils viennent, ils passent une bonne soirée. juste derrière. Ah ouais, tu sais là, tu te dis bon, c'est vraiment, cancer. Waouh. Surnourrisson. Vraiment, Surnourrisson. c'est un Et en même gros temps, du challenge. coup, ça prouve que le pari est réussi. C'est Ouais, trop ouais, beau. ouais. Moi, je suis trop content. Donc, on est à 2 couples interactifs. Peut-être 3 un jour, peut-être 4. Je trouve ça génial de me dire, et on m'a offert à Noël. Incroyable. J'aime bien cette notion de travail. Donc, figé dans le temps. Un truc à part. Comme les films, en fait. Ah, c'est une œuvre, quoi. Ouais, alors, est-ce que j'ai la prétention de dire que c'est une œuvre? Je sais pas, mais si les gens me le disent, c'est que ça doit pas être trop. J'adore parce que c'est comme les critiques et les compliments. Mm. Moi, j'ai lu Gabriel Donzelli est le meilleur humoriste de sa génération. J'étais là, oula, ça fait moins d'1 an que je joue, on va se calmer tout de suite, je m'assure. Et j'ai eu, wesh, c'est qui? Bien gaze. Genre, mais sous un sketch de 10 secondes. On était obligé de faire pour la promo. Mm. Et moi, j'aime pas trop les sketchs sur ça, mais il faut en faire des fois et tout. Bien gaze. C'est tout. C'est bien gaze. Moi, j'imagine derrière son ordi. Et moi, j'adore. J'ai liké. J'ai liké. Ou arrête, point. T'as raison, vas-y, j'annule. Allez, j'annule tout. Mais ça me fait Le trop rire. 8, Et c'est j'y génial vais de... pas. Non, mais c'est ça. Et c'est génial de se dire qu'on peut être un génie comme une merde, comme un mec génial, comme un mec passable. Moi, ça m'a confirmé que du coup, je travaillais et j'étais apparemment humoriste. C'est trop bien. Je me dis, bon, bah, ça veut dire que on peut débattre de ce que je fais.
let's go, c'est trop cool, ça. Et pour terminer, quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se mettre à écrire? D'être très honnête et de pas vouloir faire croire à quelqu'un qui l'est pas. Ça a été un peu mon défaut au début. Je suis quelqu'un qui mange très bio. Je prends pas l'avion. Enfin, j'avais besoin de le dire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, mais je suis aussi quelqu'un qui adore la mode et qui achète des fringues de merde. Mais ça, je le disais pas. Je crois que j'ai beaucoup gagné à être honnête. C'est-à-dire à dire ouais, je suis super écolo, mais quand même, qu'est-ce que ça me fait rêver de me laver les cheveux avec du Head & Shoulders, en fait. Alors qu'avant, je disais juste, je suis super écolo. Et je crois que mon spectacle et moi, personnellement, j'ai gagné en force depuis que je suis honnête, ouais. Moi, je dirais, dans le travail de manière générale, être bien entouré. Après, il y en a qui aiment bien écrire seul, et je comprends complètement. Oui, moi je suis seule. Non, mais c'est pour ça. Non, mais j'aime bien écrire seul. Mais voilà, je dénigre pas du tout le fait d'écrire seul. Moi, ça m'a sauvé d'être à deux, et je peux comprendre qu'on ait besoin d'écrire seul. Donc, c'est pas forcément un bon conseil pour tout le monde. Je dirais pas lâcher. Donc, dans le sens continuer, même si ça donne rien, ça sera toujours à garder. Et je crois aussi qu'il y a une pression à ne pas se mettre. Moi, Timothée, il dit souvent, mec, il y a eu Romain Gary. Moi, ça va. Tu vois, j'ai aucune pression. C'est-à-dire qu'il y a eu Victor Hugo. Aujourd'hui, être un grand auteur, ça me regarde plus, tu vois. Je raconte ce que j'ai besoin et envie de raconter. Je le fais à fond pour que ce soit le meilleur possible. Mais en fait, il y a pas de pression à se mettre parce que l'idée, c'est pas d'être le meilleur. Je crois pas, en fait. Il y a pas de compétition. Pour moi, un des métiers dans lequel il y a moins de compétition parce que c'est hyper subjectif, personnel. Ouais, faut pas se mettre de pression négative. Quand il y a un délai, un truc, il faut le faire. Mais plus c'est naturel et mieux c'est, je crois. Je pense que c'est un très Quel bon mot de super la fin. slogan. Ouais. Plus c'est naturel, mieux c'est. Je pense que vraiment. Mais ça va avec l'honnêteté, mais. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. C'est ainsi que se termine ce premier épisode de l'année de La Machine à écrire. On espère que vous avez passé un bon moment avec nos invités, qu'on remercie encore pour leur temps et leur générosité. On vous invite à découvrir le spectacle de Gabriel Donzelli à la Scala de Paris du 8 février au 15 juin 2024. On vous invite également à découvrir le spectacle de Norma au Théâtre du Marais jusqu'au 27 mars 2024 et aussi à Toulouse, Aix-en-Provence, La Rochelle et Le Mans. Vous trouverez toutes ces dates de tournée sur le site norma-le.com. Nous tenons une nouvelle fois à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin qui nous hébergent pour l'enregistrement du podcast. Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi. Chaque vendredi, donc, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de cet épisode. Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer le podcast, le mieux c'est de parler de La Machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous laisser plein d'étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements, c'est très utile pour nous. Pour finir, nous vous remercions de votre fidélité et de vos messages qui nous font toujours plaisir et on vous dit à bientôt.